Aujourd'hui, on est donc parti sur toutes ces sagas auxquelles je veux absolument soit avoir fini, soit être à jour en 2025. C'est l'une de mes résolutions, arrêter de commencer des nouvelles sagas sans en finir d'autres, et donc on peut dire que pour ce début d'année, je m'y mets quand même pas mal. Dans toutes les sagas poche que j'ai commencé, il y en a beaucoup qui appartiennent à la maison d'édition que j'ai lue. Et en premier, cette année, j'aimerais finir la trilogie de Daevabad avec un en plus, il me semble, le fleuve d'argent, mais ils sont tous sortis en poche. J'ai vraiment adoré cette saga. On va suivre Nari qui arrive à vivre un petit peu de larcin et qui, sans faire exprès, un jour va convoquer un djinn, mais également pas mal de créatures qui sont assez trousses, et pour pouvoir se sauver, ils vont devoir aller à la cité de Letton, donc la cité de Daevabad, et là-bas elle va découvrir tout ce qui est monde magique et des djinns. J'avais vraiment trop bien aimé ce premier tome. J'ai acheté le deuxième tome, mais je ne l'ai toujours pas lu. Je ne sais pas ce que j'attends, il est là, il m'attend, il faut que je m'y mette, vraiment. Ensuite, l'une de mes toutes premières lectures communes, c'était la 9e maison de Leigh Bardugo, où là on va être vraiment sur un univers beaucoup plus sombre, où on va suivre Alex qui a la capacité de voir des fantômes. Et elle va donc être appelée à aller à l'université de Yale, elle va être recrutée, parce que là-bas il y a pas mal de sectes. Et dans ces sectes, ils cherchent justement ces gens qui ont ces capacités-là, puisqu'ils peuvent être en fait dans la 9e maison et chapeauter les 8 autres maisons de la secte. C'est un peu fouillis comme ça, je comprends, mais il faut le lire. Il s'avère qu'il y a eu un meurtre et que Alex est donc mandaté pour enquêter sur ce meurtre-là, puisque justement les 8 autres maisons sont potentiellement suspectes. Dans ce récit, on va suivre plusieurs temporalités, on va un petit peu comprendre tout le passé d'Alex et qu'est-ce qui a fait qu'elle est devenue comme ça. Et on va aussi apprendre un petit peu son passé plus proche, quand elle a commencé en fait à devenir un petit peu une précepte de la 9e maison, et également son enquête dans le présent. La fin avait été absolument incroyable, j'avais vraiment beaucoup aimé la plume de Leigh Bardugo, je l'ai découvert dans ce registre-là, c'était vraiment fou. Je me rappelle avoir passé une excellente lecture commune et j'ai trop hâte de savoir la suite, mais je ne sais pas pourquoi, je ne m'y lance jamais. C'est un de mes plus gros problèmes. J'ai trop hâte de savoir les suites, mais je les lis jamais, c'est fou. Cette saga, soit on l'aime, soit on la déteste, vraiment. Et dans mon Discord, il y a les deux. Il y a celles qui l'adorent et il y a celles qui la détestent, enfin qui ont aimé le 1, mais qui ont détesté la suite. Je parle bien évidemment de Serpent and Dove de Shelby Mahurin. Là, on va suivre un mariage arrangé entre une sorcière et un chasseur de sorcières. En fait, cette sorcière est une sorcière, mais elle se cache aux yeux de la population, puisque les sorcières sont traquées et tuées. Normal, vous me direz qu'elle se cache dans ces conditions-là. Un jour, par inadvertance, elle va se trouver dans une position assez malencontreuse avec un chasseur de sorcières, Reed, et ils vont être forcés, pour sauver l'honneur du chasseur, de se marier. Sauf que, bien évidemment, une sorcière et un chasseur, c'est pas forcément fait pour être ensemble, et il va y avoir quelques petites étincelles, mais ils vont vite apprendre à dépasser leur statut, et une histoire d'amour va se tisser en même temps que le retour de grande et méchante sorcière arrive. Ça a été l'une de mes premières romantaisies que j'ai lues, celle-ci, et j'avais vraiment beaucoup aimé. Un jour, en même temps que j'ai acheté le tome 2 de la cité de Daevabad, j'ai acheté Blood and Honey, donc le tome 2 de Serpent and Dove, et pareil, je ne l'ai toujours pas lu. Il faut vraiment que je me mette à jour. Là, les 3 sont sortis, c'est une trilogie. Les 3 sont sortis en format poche, je n'ai plus d'excuses. Pour cette saga-là, il ne me reste qu'un seul tome, mais c'est clairement le plus gros tome de la saga. Il fait plus de 1000 pages. Je parle de Keleana, le 7e et dernier tome. J'ai lu la lecture tandem en décembre, donc le tome 5 et le tome 6, que j'ai vraiment adoré. Pour faire un petit résumé du tome 1, en sachant que c'est plus du tout ce qu'il en est au niveau du tome 7, heureusement, il y a eu des évolutions absolument phénoménales, mais on va suivre Keleana, qui est une jeune assassineuse et qui est emprisonnée dans une mine. Un jour, le prince va venir la chercher, va lui proposer un marché. Si elle passe les épreuves pour devenir la main armée du roi, elle, du coup, peut sortir de la prison et elle a un contrat, elle doit travailler un certain nombre d'années avant de retrouver sa liberté. Keleana va sauter sur l'occasion, elle va dire oui, puisque les conditions dans la mine sont absolument terribles. Elle est très jeune, elle a 18 ans et elle va sauter sur l'occasion.
Une fois au palais, la compétition commence, mais elle va se rendre compte au fur et à mesure que c'est pas si simple que ça et qu'il y a d'autres forces qui entrent en jeu et qui se battent contre elle. Ça, c'est le tome 1, mais vraiment, quand je vous dis qu'il y a un monde entre le tome 1 et le tome 6, vraiment, en fait, il n'y a plus rien à voir avec le début de la saga. Et c'est ce qui fait que j'aime quand même cette saga parce que l'évolution est, je trouve, absolument dingue. C'est la saga que j'ai le plus lue, il me semble, cette année, enfin en année 2024. Et dans tous les cas, Sarah J. Maas, c'est l'autrice que j'ai le plus lue en 2024, que je compte bien faire détrôner par J. Christophe, bien évidemment. On continue sur une autrice américaine et cette fois-ci, j'en suis sûre, c'est une duologie que je terminerai cette année pour la simple et bonne raison que je l'ai commencé. Donc Un jour de nuit tombée qui est le préquel du Prieuré de l'Oranger. Moi je le compte comme une duologie clairement parce que les deux histoires se suivent, c'est dans le même univers. Et on raconte en fait tout ce qui se passe ici. Il y a des éléments qui sont mentionnés dans le Prieuré de l'Oranger. Dans un tome comme dans l'autre, on parle du sans-nom. Le sans-nom, donc, c'est un wyvern qui a été emprisonné par une ancêtre, enfin par un couple. Et vous allez suivre un petit peu toute une prophétie. Donc la prophétie, ça dit que quand, donc dans le Rénome, tant qu'il y aura une reine qui gouvernera, tant qu'une descendante de Sabran régnera et sera sur le trône, son sang sur le trône permettra à ce que le sans-nom ne revienne jamais. Seulement, les prophéties, des fois, il y a des petits couacs et vous allez bien voir que, surtout dans le Prieuré de l'Oranger, le sans-nom est en train de refaire surface et que ses disciples se propagent un petit peu plus sur la terre. Et visiblement, dans celui-ci, c'est pareil. Je veux pas trop vous en dire plus parce que c'est vrai que sinon, ça vous spoilerait quand même pas mal ce qui peut se passer dans les livres. C'est assez complexe. C'est un récit choral. On va suivre énormément de personnages. Il y a vraiment énormément de politique. Il y a un monde d'une complexité folle avec énormément de détails. J'ai à peine commencé celui-ci. J'en suis à la page 77. J'ai même pas l'introduction, quoi. Clairement. J'ai décidé de le découper donc en jours. Je le lirai, si je suis mon planning, en 10 jours. Donc j'ai décidé de mettre 10 chapitres par jour. Je l'ai commencé tout à l'heure. J'espère finir du coup ma section aujourd'hui. Il me reste 6 chapitres. J'ai très hâte de voir si j'apprécie autant ce préquel que le premier tome. Mais j'espère, vraiment j'espère, que la fin est beaucoup plus travaillée. Ça a été mon tout premier service presse de maison d'édition papier que j'avais eu grâce à Babelio. Et j'ai trop aimé ce livre. Donc c'est une fantasy young adulte, Fille du destin, où on va parler de Io qui a la capacité de voir les fils du destin des gens. Donc en fait elle a la capacité de les voir mais aussi surtout de les couper. Elle et ses deux sœurs, donc chacune ont un pouvoir différent par rapport au fil du destin. Alors il me semble qu'il y en a une qui les tisse, Io peut les couper et je ne sais plus ce qu'elle peut faire la troisième avec ses fils du destin. Mais en tout cas elle a également du coup un pouvoir, donc c'est très fortement inspiré des 3 moires, donc les moires du destin. Dans ce livre-là, vous allez suivre Io qui est en fait une enquêtrice, c'est une détective privée et un jour lors d'une enquête, l'une de ses cibles se fait tuer par une femme qui a le fil de vie coupé. Et pour elle, c'est impensable. Si on a un fil de vie coupé, on meurt. Voilà. Il y a les fils de vie, il y a les fils d'amitié, il y a les fils d'amour. Et si notre fil de vie est coupé, on est obligé de mourir. Sauf que, du coup, cette femme qui tue sa cible ne meurt pas et elle décide donc de mener l'enquête. Sauf que lorsqu'elle mène l'enquête, elle se retrouve obligée à enquêter avec un homme qu'elle a toujours esquivé, puisque cet homme-là est relié avec elle par un fil d'amour. Ils vont donc être forcés de se rapprocher et ils vont devoir mener l'enquête pour résoudre ce mystère. J'avais beaucoup trop apprécié ce livre, il était vraiment trop bien, une très belle découverte. Je vous avouerai que sans Babelio, je ne me serais peut-être pas forcément dirigée dessus. Et au final, je l'ai fait et c'était un vrai plaisir. J'ai très hâte de lire la suite, il faut que je l'achète, il est déjà sorti. Cette fois-ci, on part sur un webtoon qui est hyper connu, L'Or Olympus de Rachel Smith. Celui-ci, j'ai déjà lu les 3 premiers, il faut que je lise. Il me semble qu'il y en a 4 autres maintenant qui sont sortis. Je les adore, vraiment. Je les trouve absolument sublimes. Je trouve que les dessins sont vraiment de toute beauté. Enfin, j'aime beaucoup le style. J'aime beaucoup l'histoire qui se passe. Bon, on est bien évidemment sur une réécriture de Perséphone dans
Mais regardez-moi, c'est magnifique. Donc on est sur Perséphone dans un monde comme le nôtre, hein, clairement. Sauf que elle va avoir affaire aux problèmes de la vie que l'on connaît, d'accord. Donc elle va avoir... ça va aborder énormément de thèmes tels que les agressions, tels que l'amour, l'abandon. Il va y avoir vraiment beaucoup de thèmes assez durs qui vont être abordés dans celui-ci. Et en particulier, ça commence vraiment à partir du tome 2. Disons que dans le tome 1, il y a des actes qui sont faits. Et dans le tome 2, il va y avoir tout ce qui va être remis en question. Mais j'ai beaucoup trop aimé. Le travail éditorial dessus est très joli. J'aime beaucoup et il faut absolument que je continue. Mais le problème, c'est que ce sont des livres qu'on lit en 1 heure, 1 heure et demie. Et qui coûtent quand même 25 €. Ça coûte assez cher, c'est dommage, mais il faut vraiment que je continue cette saga parce que je trouve que c'est des petits livres à caler entre 2 grosses lectures, c'est parfait. Une saga que je viens à peine de commencer également, mais que je veux absolument finir cette année, c'est Nevernight de J. Christophe. Il y a 3 tomes qui sont sortis, donc c'est une trilogie. Ça a été ma première lecture de 2025 et j'ai vraiment beaucoup trop aimé retrouver la plume de J. Christophe. On va suivre dans celui-ci Mia qui, à la suite de la perte de ses parents, va se reconvertir en tueur à gages. Elle va être d'abord, dans un premier temps, prise sous l'aile d'une personne dans sa ville et à 16 ans, elle va être emmenée donc dans une église, l'église des assassins, et vous allez voir qu'elle va suivre une formation assez dure pour devenir l'un des sélectionnés afin de devenir l'un des assassins de l'église. Ce récit est très sombre, malgré le fait que dans l'univers, il n'y ait jamais de nuit. On est vraiment sur quelque chose de très développé. Il y a énormément de notes de bas de page. Il faut que je vous montre un petit peu. Mais il y a des notes de bas de page, surtout au début, ça va un peu mieux après. Mais les notes de bas de page sont énormes. Enfin, des fois, ça prend toute la page, mais je vous mens pas, là vous avez une note de bas de page qui prend la moitié de la page. Le plus gros que j'ai vu, la note de bas de page a commencé ici. C'est vraiment, en termes de notes, il y en a énormément, mais si vous ne l'avez jamais lu, je vous conseille quand même de lire les notes de bas de page, puisque déjà il peut y avoir des petits indices. C'est pas des indices très révélateurs à tout ce qui est l'intrigue principale, d'accord, mais c'est des indices qui peuvent un petit peu vous donner un petit peu plus d'apport dans l'univers et c'est intéressant de savoir tout le travail que l'auteur a fait pour créer cet univers. On est donc bien évidemment que sur une toute petite partie des sagas que j'ai envie de terminer ou au moins d'être à jour pour cette année, mais il faut vraiment que je les lise et je sais que je vais y arriver parce qu'en général, quand je me donne des objectifs, je suis le genre de personne qui va absolument tout faire pour les réaliser car je déteste perdre. Donc je m'auto-challenge, comme pour le Prieuré de l'Oranger, pour être sûre d'arriver à mes fins. Et je pense que si je fais cette vidéo, j'ai bien plus de chances de finir ces sagas que si je la fais pas. Parce que j'ai une auto-persuasion assez folle et que, vu que je me fixe l'objectif, je vais tout faire pour y arriver. Est-ce que vous croyez en moi? S'il vous plaît, essayez de croire en moi autant que moi-même je crois en moi. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous dis à très vite pour de nouvelles recommandations livresques. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à donc vous abonner et à activer la cloche pour avoir les notifications lorsque mes prochaines vidéos sortiront.